En 1513, Nicolas Machiavel a écrit « Il est nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'user ou de n'user pas de cela selon la nécessité. » Traduction pour le XXIe siècle. L'efficacité et la moralité sont des catégories séparées, et si tu crois que cela ne s'applique pas à l'attraction, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Une étude de 2024 dans le Journal of Personality a trouvé que les relations où l'un des deux maintient une stratégie d'information limitée durent 34% plus longtemps que celle de transparence totale dès le premier jour. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas ce qui est correct, mais cela fonctionne. Et aujourd'hui nous allons parler des 4 lois que personne ne veut admettre utiliser, mais que tous reconnaissent quand ils les voient en action. Bienvenue dans le manuel que Machiavel aurait écrit si on lui avait posé des questions sur la séduction au lieu de la politique. Avant de commencer, clarifions quelque chose. Ces lois ne sont pas des techniques de séduction. Ce ne sont pas des astuces pour conquérir les femmes. Ce sont des principes d'asymétrie stratégique qui fonctionnent dans n'importe quelle dynamique de pouvoir, des négociations d'entreprise jusqu'aux dynamiques de couple. La raison pour laquelle je les appelle interdites n'est pas parce qu'elles sont illégales, c'est parce qu'elles violent le contrat social non écrit des relations modernes. Tu dois être authentique, vulnérable et transparent dès la minute 0. Et voici le problème. Ce contrat bénéficie à une partie plus qu'à l'autre. Il le fait toujours. Quand quelqu'un te dit « sois juste toi-même », ce qu'il est réellement en train de dire c'est « donne-moi toute ta main de cartes pour que je décide si je veux jouer avec toi ». Et si cela te semble juste, tu n'as probablement pas perdu assez de parties. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne se négocie pas, il se construit en silence et se révèle à dose contrôlée. Alors es-tu prêt à voir les 4 lois qui opèrent sous la surface? Parce qu'une fois que tu les verras, tu ne pourras plus cesser de les remarquer. Loi numéro 1. Celui qui investit émotionnellement en premier perd du terrain stratégique. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la thermodynamique émotionnelle. Dans tout échange humain, il y a un flux d'énergie, et la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que l'énergie s'écoule du corps le plus chaud vers le plus froid jusqu'à atteindre l'équilibre. En termes de relations, celui qui a le plus besoin poursuit le plus. Celui qui poursuit le plus perd du pouvoir. Maintenant, la majorité des conseils populaires s'arrêtent ici et te disent « Alors ne démontre pas d'intérêt, fais le dur ». Erreur. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la rigidité. La véritable application de cette loi est plus subtile. Démontre de l'intérêt, mais jamais plus que celui que tu reçois, plus 10%. Exemple concret. Elle t'écrit à 23h après 3 jours sans parler. Contenu. Salut, comment ça va? Investissement minimal. Tu as 3 options. Option A, l'anxieux. Tu réponds en 2 minutes avec un long paragraphe racontant ta semaine. Tu viens d'investir 10 fois plus d'énergie qu'elle. Tu as perdu. Option B, le rigide. Tu l'ignores 48 heures pour démontrer de la valeur. Elle continue simplement sa vie et tu restes à jouer aux échecs tout seul. Option C, le stratège. Tu réponds en 45 minutes, suffisant pour ne pas paraître collé au téléphone, insuffisant pour paraître déçu. Contenu, tout va bien. Toi, investissement équivalent, tu pulses légèrement moins enthousiaste qu'elle. Quelle est la différence? Le stratège maintient l'asymétrie sans rompre le circuit, parce que voici le secret que Machiavel appliquait en politique. Il ne s'agit pas d'être distant, il s'agit de ne jamais être le plus investi dans le moment présent. Ceci, d'ailleurs, incommode beaucoup les moralistes. Ils diront « mais c'est de la manipulation », et ils ont raison. Toute communication est manipulation. Quand tu choisis tes mots soigneusement dans un entretien d'embauche, tu es en train de manipuler. Quand tu attends 10 secondes avant de répondre dans une négociation, tu es en train de manipuler. La différence est que dans ces contextes, nous appelons cela du professionnalisme. Mais en amour, on suppose que tu dois être un livre ouvert. Pourquoi? Parce qu'un livre ouvert est plus facile à lire, et plus facile à fermer quand il n'intéresse plus. Et maintenant, comprends ceci. Il y a une limite à ce que je peux te dire ici, sur YouTube, sans qu'il le convertisse en discours de haine, manipulation ou contenu sensible, même si c'est exactement ce qui se passe dans le monde réel. C'est pour cela qu'existe le code de l'obsession. Là, je ne te vends pas de jolies phrases. Je te donne la carte complète pour cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse et apprendre à retourner le script
pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. Si tu veux ce niveau de clarté, celui qu'ici on ne peut pas dire, le lien est dans le premier commentaire épinglé, et tu reviens au ton de la classe. Maintenant oui, passons à la deuxième loi, parce que c'est celle qui confond le plus les naïfs. Loi numéro 2. L'ambiguïté n'est pas l'absence de clarté, c'est l'excès de possibilités. C'est ici que la majorité se confond. Ils pensent qu'être mystérieux signifie ne rien dire. Erreur. Être mystérieux signifie dire des choses qui peuvent s'interpréter de multiples manières. Il y a une étude fascinante de l'Université de Barcelone 2024. Ils ont analysé 200 couples, divisés en 2 groupes. Groupe A. Validation émotionnelle constante. Je t'aime. Tu es incroyable. Tu me rends heureux. Tout le temps, sans ambiguïté. Groupe B. Validation dosée et ambiguë. Tu me plais versus je t'aime. C'était bien après un baiser intense. Peut-être au lieu d'un oui catégorique. Résultat. Le groupe B a rapporté 37% de tension érotique, soutenue en plus au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce que l'ambiguïté oblige le cerveau à travailler. Quand quelqu'un te dit « tu me plais, je crois », ton cerveau ne peut pas fermer l'équation. Alors, que fait-il? Il continue de traiter. C'est la différence entre un livre qui te dit tout à la première page et un qui va révéler des indices. Le premier, tu le fermes en 1 semaine. Le second, tu le relis 3 fois en cherchant des détails que tu as manqués. Exemple pratique. Elle te demande après être sortie 3 fois. Qu'est-ce qu'on est? Réponse du naïf. Eh bien, tu me plais beaucoup, et je crois que nous pourrions avoir quelque chose de sérieux. Qu'en penses-tu? Tu viens de livrer toute ta position. Maintenant, elle décide avec une information complète, et toi, avec incertitude. Réponse du stratège. Honnêtement, je ne le sais pas encore. J'aime passer du temps avec toi, mais je ne suis pas du genre à étiqueter les choses rapidement. Pourquoi demandes-tu? Tu maintiens le contrôle narratif. Plus tu renvoies la balle, plus tu introduis le doute. Maintenant, le moraliste dira « mais elle mérite de savoir où elle en est, bien sûr ». Et toi, tu mérites de savoir si elle est avec toi, parce que tu l'intéresses sincèrement ou parce que la sécurité de t'avoir assuré l'intéresse. Et tu ne le sauras que si tu maintiens une marge d'incertitude. Machiavel l'a dit différemment mais pareil. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tous de voir, mais à peu de toucher. Traduction. Les personnes font plus confiance à ce qu'elles perçoivent, ambigu, qu'à ce qu'elles touchent, concret. Si tu lui donnes une certitude totale, sa perception s'éteint. Si tu lui donnes une ambiguïté contrôlée, sa perception travaille des heures supplémentaires en complétant les vides, généralement en ta faveur. Loi numéro 3. La validation irrégulière crée une dépendance émotionnelle sans générer de ressentiment. Attention ici parce qu'il est facile de confondre cela avec le conseil typique de « ignore-la et elle reviendra ». Non, c'est une stratégie de gorille, pas de stratège. La validation irrégulière n'est pas l'absence de validation. C'est un schéma imprévisible d'approbation. Une étude de Stanford de janvier 2025 sur la neuroscience émotionnelle a montré quelque chose de crucial. Quand le cerveau ne peut pas prédire quand arrivera la récompense, dans ce cas, l'approbation émotionnelle, il active simultanément le cortex préfrontal, analyse, et l'amygdale, émotion. Résultat, état d'alerte érotique. Le cerveau interprète cette combinaison comme « ceci importe beaucoup ». Non pas parce que c'est objectivement important, mais parce qu'il ne peut pas prédire le résultat. Alors comment cela s'applique-t-il? Imagine que tu sors avec quelqu'un. Après la première rencontre, validation prévisible. Tu lui écris le lendemain « J'ai passé un moment incroyable. Tu es génial. Je veux te voir bientôt. » Elle sait que tu es intéressé. Circuit fermé. Validation irrégulière. Tu lui écris 2 jours après « C'était bien. J'ai une semaine lourde. Mais préviens-moi si tu as un moment libre. Que vient-il de se passer? Tu n'as pas dit que c'était mauvais, mais tu n'as pas non plus dit que c'était extraordinaire. Elle reste en terre, inconnue. Son cerveau ne peut pas clore l'évaluation. Deuxième rencontre. Maintenant oui, tu valides plus. Ça c'était mieux que la dernière fois. Implication. La dernière fois c'était moyen. Celle-ci était bien. Troisième rencontre. Tu valides fort. Ok. J'admets que tu commences à me plaire. Vois-tu le schéma? Ce n'est pas linéaire, c'est irrégulier vers le haut.
Tu n'es pas en train d'ignorer. Tu doses l'approbation de manière imprévisible, mais avec une tendance positive. Cela génère quelque chose que les psychologues appellent renforcement intermittent, mais avec une nuance cruciale. Ce n'est pas aléatoire, c'est stratégique. La différence entre ceci et la manipulation toxique est l'intention finale. Si ton objectif est de créer une dépendance pour exploiter, tu es un sociopathe. Si ton objectif est de maintenir une tension érotique pendant que tu évalues la compatibilité réelle, tu es intelligent. Et ici le point inconfortable que personne ne veut admettre. Elle fait probablement la même chose avec toi, seulement avec un meilleur emballage social. Quand elle te dit « Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose de sérieux, mais continue de sortir avec toi ». Qu'est-ce que c'est? Validation irrégulière. Quand elle annule des plans, mais ensuite te cherche tard dans la nuit. Qu'est-ce que c'est? Validation irrégulière. La seule différence est que quand une femme le fait, nous appelons cela être confus. Quand un homme le fait, nous l'appelons un joueur. Machiavel dirait « Arrête de juger le coup et commence à le comprendre ». Loi numéro 4. L'indifférence stratégique n'est pas ne pas ressentir, c'est ne pas montrer. C'est la loi la plus difficile, parce qu'elle requiert un autocontrôle émotionnel de niveau olympique. Machiavel a dédié des chapitres entiers à cela dans Le Prince. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais la phrase complète que personne ne cite est « quand on doit choisir entre les deux ». Traduit en relation, il est plus sûr qu'elle perçoive que tu peux vivre sans elle que de lui montrer que tu ne le peux pas. Maintenant, cela ne signifie pas être froid ou cruel. Cela signifie contrôler le thermostat de ton besoin visible. Exemple, cela fait 1 mois que vous sortez ensemble. Elle te dit qu'elle a besoin d'un temps pour réfléchir. Test classique d'investissement émotionnel. Réaction de l'anxieux. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? On peut en parler. Donne-moi une chance. Tu viens de livrer tout ton pouvoir de négociation. Réaction du rigide. Ok, ne me cherche plus. Tu coupes le circuit. Cela peut fonctionner comme vengeance, mais pas comme stratégie. Réaction du stratège. Bien sûr, prends ton temps. Préviens-moi quand tu seras prête. Message implicite. Ta décision ne définit pas ma stabilité émotionnelle. Que se passe-t-il dans sa tête? Elle attendait de la résistance, de la négociation, du drame, et elle a reçu une acceptation tranquille. Maintenant, son cerveau a un problème. Il ne peut pas catégoriser ton niveau d'intérêt. Lui, as-tu réellement donné de l'espace parce que tu respectes sa décision, ou parce que tu as d'autres options, et que cela ne t'affecte pas? Elle ne le sait pas. Et cette incertitude est le théâtre. Pourquoi? Attention, peu importe si tu as réellement d'autres options. Ce qui importe, c'est qu'elle ne puisse pas être sûre que tu n'en as pas. C'est du contrôle narratif pur. Tu ne mens pas, tu ne feins pas. Simplement, tu laisses qu'elle complète les vides avec ses propres projections. Et ici la vérité inconfortable. Pendant qu'elle réfléchit, tu continues ta vie. Salle de sport, projet, amis. Non comme vengeance, mais parce que tu as sincèrement une vie qui ne dépend pas de son approbation. Et que se passe-t-il dans 70%? Pardon, dans la majorité des cas, parce que je ne vais pas inventer de statistiques, elle revient. Non pas parce que le truc a fonctionné, mais parce que son cerveau a interprété ton indifférence comme une preuve de haute valeur. C'est la même raison pour laquelle un travail qui te rejette, mais ensuite te recontacte, semble plus précieux qu'un qui t'a accepté immédiatement. Le cerveau humain valorise plus ce qu'il perçoit comme rare. Maintenant, le dilemme éthique. Est-ce de la manipulation? Oui. Est-ce différent de ce qu'elle fait quand elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais te maintient dans son radar? Non. La différence est que nous sommes disposés à l'admettre. Machiavel a terminé Le Prince avec un avertissement dont personne ne se souvient. Car le vulgaire se laisse toujours prendre par les apparences et par le résultat des choses. Traduction. Les gens ne se soucient pas de comment tu l'as fait. Ils se soucient seulement si cela a fonctionné. Ces 4 lois sont efficaces. Elles ne sont pas morales. Elles ne sont pas correctes. Mais elles fonctionnent parce qu'elles exploitent des asymétries cognitives réelles du cerveau humain. Maintenant, devrais-tu les utiliser? Ce n'est pas ma question. Ma question est, es-tu prêt à reconnaître quand quelqu'un les utilise avec toi? Parce que je peux te garantir quelque chose. En ce moment, quelqu'un les applique. Peut-être ton patron au bureau. Peut-être cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais continue de répondre à tes messages à minuit. Peut-être toi-même, sans t'en rendre compte. La seule différence entre un stratège et un naïf est que le stratège sait ce qu'il est en train de voir.
Et le naïf croit que le monde fonctionne selon les règles qu'on lui a dites à l'école. Alors non, je ne vais pas terminer cela en te disant « utilise ces lois avec responsabilité ». Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que la responsabilité n'a rien à voir avec le pouvoir, seulement avec comment tu décides de l'utiliser. Et ça, mon ami, c'est une décision que Machiavel t'a laissée entre les mains il y a 500 ans. Et si cette vidéo t'a fait voir des choses qu'avant tu ne pouvais pas nommer, imagine ce qui se passe quand je te montre ce que je ne peux pas dire ici sans qu'il le coupe, le démonétise ou l'enterre. Parce qu'il y a des mouvements, des phrases exactes et des séquences qui sur YouTube ne peuvent simplement pas s'expliquer avec une clarté totale, mais ce sont celles qui changent le jeu dans la vie réelle. C'est ça le code de l'obsession. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Et tu vas apprendre à retourner le script pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation, sans supplier, sans poursuivre, sans te perdre toi-même dans le processus. Si tu veux le reste de la carte, le lien est dans le premier commentaire épinglé. On se voit dans la prochaine. C'était le maître de la sagesse.